Salut Maya, j'espère que tu vas bien. Salut Laurence, je vais très bien et toi? Oui, ça va, je te remercie beaucoup. Je suis contente de te voir encore une fois aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Excellent. Écoute, Maya, j'ai deux questions pour toi. Ok. La première est la suivante. Tu sais, moi, les finances, je connais pas vraiment ça, puis je pense que tu vas pouvoir m'aider. J'aimerais savoir, c'est quoi exactement un coussin financier? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ok. Un coussin financier, en fait, c'est de l'argent qu'on met de côté en cas d'urgence. Donc, mettons, on travaille, on reçoit notre paye. Avant de dépenser, avant de faire quoi que ce soit, on se dit, moi, je vais mettre soit un pourcentage de mon salaire de côté pour pouvoir, en cas d'urgence, faire face à ce qui m'arrive. Des fois, il arrive qu'on fasse un accident et notre pare-brise est brisé. Il va falloir contribuer. Et si on ne veut pas taper dans notre carte de crédit, au moins le coussin financier nous permet de prendre de l'argent frais, liquide et injecter là-dedans et puis on est plus serein. Ça empêche aussi de s'endetter à la carte de crédit, comme je l'ai dit. Oui, parce qu'effectivement, on est souvent tenté à prendre notre carte de crédit quand il y a des imprévus Oui. qui arrivent. Fait que si on n'a pas rien de côté, mais ça peut s'avérer problématique à un moment donné. Oui. Ouais. Ah ouais, fait que c'est quand même important. Quand même important. Oui. Un coussin financier aussi a pour rôle de nous dépanner en cas d'arrêt maladie, le temps que l'assurance emploi embarque. Au moins, si on a un coussin financier, on peut injecter de l'argent sur notre compte courant ou notre carte de crédit afin que les paiements qu'on a puissent passer pour ne pas être pénalisés. Donc, le coussin financier a ce rôle-là de nous dépanner quand on est en arrêt maladie et qu'on n'a pas de paye en attendant que l'assurance maladie embarque. Donc, voilà aussi un rôle du coussin financier. Mais pas mal intéressant. Je pense que je vais m'y mettre. Merci beaucoup, Maya. Et puis, la taille idéale du coussin financier, ça devrait être quoi exactement? La taille idéale d'un coussin financier doit être de 3 à 6 mois de votre salaire mensuel. Quand même. Oui, donc une des stratégies que je propose pour pouvoir atteindre cette taille-là, c'est soit de mettre 10% ou 30% à chaque paye de côté. Donc, vous pouvez le faire avec 10%, ça va prendre un peu plus de temps, mais si vous le faites à 30%, ça ne va pas être assez long. Vous allez avoir votre soutien financier très rapidement. Et un avantage aussi, c'est de pouvoir placer ce coussin financier-là dans un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé. Donc, ça fait que votre coussin financier, une fois qu'il est atteint, il va continuer aussi par générer des intérêts et il va grossir aussi. Donc, voilà. Donc, un bon coussin financier pour dormir en paix, c'est de 3 à 6 mois de votre paye mensuelle. Ah oui, quand même. J'aurais pas pensé que c'est autant, mais comme tu dis, effectivement, c'est ça que ça prend. Oui, c'est ça. OK. Merci beaucoup, Maya, pour les explications. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Laurence, j'avais une question pour toi aujourd'hui. Oui. Je voudrais savoir quelle est la pertinence de faire affaire avec un professionnel en immigration. C'est une excellente question, Maya. La première des choses, il faut savoir que ce n'est pas une obligation de faire affaire avec un professionnel en immigration lorsqu'on veut immigrer au Canada, mais c'est sûr que ça peut quand même éviter justement de faire certaines erreurs. Donc, on peut justement, on peut parfois perdre du temps et perdre de l'argent quand on le fait par nous-mêmes parce qu'on sait le temps, c'est de l'argent. Parfois, il y a des petites erreurs qui peuvent coûter très cher également. Donc, le fait de faire affaire avec un professionnel, on va s'assurer que notre dossier est monté de façon conforme, qu'on répond bien aux exigences également des programmes d'immigration et également qu'on a tous les documents dont on a besoin pour pouvoir bonifier notre demande. Donc, ça va vraiment permettre justement en temps et en termes de coûts de maximiser finalement son projet et de s'assurer d'être dans la bonne direction. J'ai un exemple également justement de quelqu'un tout récemment qui n'a pas fait appel au service d'un consultant ou une consultante ou un avocat en immigration et la personne s'est inscrite dans un programme dont elle n'était même pas admissible. Alors, elle a perdu à peu près 8 mois pour recevoir un refus de sa demande finalement parce qu'elle savait pas que ce programme-là, elle ne pouvait pas l'utiliser, mais elle était admissible plutôt à un autre. Donc, quand que je parle du temps et d'argent, c'est vraiment ça. Ça lui a coûté très cher pour faire la demande, pour que le gouvernement traite sa demande et elle a eu un refus
justement à cause de ça. Donc, vraiment, de faire affaire avec un professionnel, on s'assure que notre dossier est conforme et que tout est fait de façon adéquate. Et puis, par la suite, ben justement, ça peut éviter là, de gros problèmes. Bien entendu, il faut être très prudent et faire attention à la fraude. Il y a beaucoup de consultants, consultantes ou d'avocats qui ne sont pas nécessairement spécialisés ou bien qui ne sont pas accrédités pour pratiquer. Donc, il faut également faire attention et s'assurer que les personnes avec qui on travaille sont autorisées à nous aider. Mais à partir de là, tout est correct. Ok, super. Comme tu l'as dit, j'ai vu sur un forum, juste pour une simple photo, la personne n'a pas respecté le format et ça fait 4 mois. Après 4 mois, on lui a retourné les photos, on lui demande reprends-nous les photos. Donc, faire affaire justement avec un professionnel aurait pu éviter tous ces délais-là. Donc, c'est une perte de temps et d'argent, comme tu le dis. Merci pour cette réponse très claire. Et j'espère que les gens vont se référer à toi pour leur dossier. Merci, Maya.